l'accord de Paris, se sont fixés l'objectif de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici à 2100 par rapport aux températures pré-industrielles. Pour y parvenir, la décarbonation de nos systèmes énergétiques est primordiale. Cela implique de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et de favoriser l'utilisation de sources d'énergie à plus faible impact carbone. Une composante majeure de cette décarbonation est l'électrification des usages, qui consiste à substituer l'utilisation de technologies traditionnelles nécessitant des combustibles fossiles par des technologies dites décarbonées. Par exemple, les véhicules électriques sont de plus en plus adoptés comme alternative aux véhicules thermiques. Cette substitution nécessite en parallèle le développement massif d'énergies renouvelables et bas carbone pour garantir une production d'électricité elle-même décarbonée. Cependant, ces technologies bas carbone, aussi bien les véhicules électriques que les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes, ont un contenu matière supérieur à leur équivalent thermique et ils nécessitent aussi une plus grande diversité de métaux. Ainsi, la disponibilité des ressources métalliques et minérales deviennent un enjeu majeur de la transition énergétique et ces ressources pourraient à terme en devenir des facteurs limitants. Dans ce contexte, la multiplication des études sur les métaux stratégiques témoigne de l'inquiétude croissante des États et des entreprises qui dépendent fortement des flux internationaux de matières premières. Les métaux stratégiques font l'objet d'une attention particulière en raison de leurs caractéristiques clés, telles qu'une production concentrée en un nombre restreint d'acteurs, une utilisation dans des domaines de haute technologie ou nécessaires aux fonctions régaliennes des États et une faible substituabilité. Les études mentionnées portent notamment sur le concept de criticité, qui vise à mesurer la dépendance des États vis-à-vis de ces métaux stratégiques. La mesure de la criticité d'un métal repose sur un double critère. D'une part, l'importance du métal dans l'économie du système considéré, et d'autre part, les risques d'aléas sur son approvisionnement. En effet, ces risques sont multiples. Ils peuvent intervenir tout le long de la chaîne de valeur du métal et englobent de nombreux facteurs, donc aussi bien des facteurs géologiques que géopolitiques et économiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Ainsi, cette compréhension approfondie des enjeux liés aux métaux stratégiques est aujourd'hui très importante pour garantir la stabilité des chaînes d'approvisionnement, mais aussi pour prévenir d'éventuelles perturbations. Donc, dans ce contexte, plusieurs stratégies sont possibles pour assurer un approvisionnement en minerais stratégiques. Premièrement, on a la production minière domestique. C'est miner soi-même sur le territoire national avec des compagnies nationales ces minerais. Bon, là, dans un premier temps, on a un certain nombre de limites qui apparaissent. Tout d'abord, des limites géologiques. Est-ce qu'on a des ressources existantes, disponibles? Est-ce qu'elles se traduisent en réserves exploitables? Et quand bien même c'est le cas, on sait que structurellement, sur certains minerais, on a un épuisement progressif, c'est-à-dire une déplétion des gisements, donc des gisements de moins en moins bonne qualité, de moins en moins concentrés, de plus en plus profonds. Donc des coûts économiques et énergétiques de plus en plus importants pour, in fine, récupérer moins de métal. À cela, il faut ajouter des limites environnementales. On sait qu'on a des coûts écologiques très importants associés aux exploitations minières. C'est des pollutions locales, des rejets de déchets miniers, une consommation en eau très forte. Et donc là, pour le coup, on a un peu plus une marge de manœuvre. Ça ne se contrôle pas, mais en tout cas, ça se décide. Donc il faut, dans un premier temps, penser à intégrer les populations locales dans le projet minier, d'une manière ou d'une autre, pour maximiser l'acceptabilité sociale. Et ensuite, il y a un vrai intérêt à développer le concept de mine responsable ou de mine propre. Bon, ça n'existe pas aujourd'hui, ça n'existera jamais vraiment, mais il faut essayer de se rapprocher de ça. Et donc, ça veut dire imposer un certain nombre de standards socio-environnementaux pour l'avant, le pendant et l'après-mine. Donc à partir de là, c'est vraiment une analyse au cas par cas, une analyse coût-bénéfice. Quel est le projet minier? Quels sont les débouchés en termes de production? Quelles sont les techniques d'extraction qui sont possibles? Est-ce qu'on est dans une zone où il y a déjà du stress hydrique ou non? Où il faut protéger la biodiversité ou non? Voilà. C'est vraiment, encore une fois, une analyse coût-bénéfice au cas par cas en gardant en tête la minimisation des coûts écologiques. Deuxième axe, si on n'a pas les réserves géologiques, on peut essayer d'aller les chercher entre guillemets ailleurs, donc à l'étranger. Ça veut dire mettre en place des accords commerciaux, des partenariats financiers, des programmes d'investissement direct à l'étranger pour implanter des compagnies nationales à l'étranger. Encore une fois, bon, on a toujours les limites écologiques, c'est des coûts écologiques qui sont délocalisés mais qui existent encore, donc il faut toujours en tenir compte. On a aussi des limites économiques et financières.
reposer sur l'importation, c'est s'exposer aux mouvements de prix sur les marchés mondiaux. Reposer sur l'investissement direct à l'étranger, il faut des capacités financières, des moyens financiers importants pour mettre en place ces investissements qui sont très lourds, portent sur du long terme et dans des pays qui ne sont pas toujours très stables politiquement. Et ensuite, on a des limites géopolitiques. Donc là, on a forcément, quand on opère avec ou chez des acteurs étrangers, on a cette dimension géopolitique qui entre en compte. On a deux travers dans lesquels on peut tomber. D'une part, on peut être dans une dépendance complète par rapport à un pays producteur. D'autre part, il y a le risque de retomber dans des travers impérialistes, voire néocoloniaux, comme ça a été le cas par le passé, avec un rapport dominant-dominé, des pays avancés qui profitent des ressources naturelles de pays en voie de développement. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas souhaitable et il faut essayer de mettre en place des accords et des partenariats plus équilibrés, plus équitables et surtout solides, stables dans le temps. Donc là, il faut voir quel genre de garantie peut être mise en place des deux côtés. Ensuite, au-delà de l'approvisionnement en minerais stratégiques, on a la question du positionnement industriel et technologique sur l'ensemble de la chaîne de valeur des technologies bas carbone. Donc en effet, on a une chaîne de valeur très longue, très complexe, et la question de l'extraction minière n'est finalement que le premier maillon de cette chaîne de valeur-là. Ensuite viennent les étapes tout aussi importantes de raffinage, de transformation en métaux, en alliage, et ensuite de conception et de production des technologies bas carbone. Donc là, c'est important de penser aussi cette question sur l'aval de la chaîne de valeur, parce que s'assurer un leadership, ou en tout cas une position forte sur l'une de ces étapes de la chaîne de production, c'est s'assurer une force, un avantage comparatif, un moyen de négociation, et donc c'est un moyen aussi de s'assurer un accès à des minerais stratégiques, des métaux stratégiques ou des technologies bas carbone. Ça peut aussi être un moyen de réduire sa dépendance si on arrive par l'innovation technologique à développer des technologies moins consommatrices de métaux ou qui arrivent à substituer certains métaux à d'autres. Là-dessus, on peut prendre l'exemple de la Chine, qui est clairement le pays leader au niveau des minerais, métaux stratégiques et technologies bas carbone. On a observé que la Chine met en place une stratégie vraiment complète, avec une production minière domestique importante, des participations à l'étranger, des importations massives, puis une situation de leadership sur les questions de raffinage, de transformation et de production des technologies bas carbone. Donc la stratégie chinoise est aussi critiquable sur beaucoup d'aspects, mais il faut s'en inspirer et voir comment on peut la traduire dans le cadre européen ou au niveau national, dans le cadre français. Et au niveau strictement économique, au niveau des politiques économiques, deux leviers importants qui ressortent, c'est d'une part les subventions, d'autre part la planification. Mais à long terme, avec ces solutions, on n'évacue pas complètement la question des limites géologiques et donc la question de la criticité. C'est pour ça que d'autres solutions sont à envisager. Les politiques de recyclage constituent notamment un levier de réduction de la criticité des matériaux stratégiques. En effet, le recyclage permet de réduire les risques d'origine géologique en offrant la possibilité de créer une source secondaire de métaux, réduisant ainsi les contraintes sur la production primaire. Le recyclage permet aussi de réduire les risques d'approvisionnement d'origine économique ou géopolitique, car il permet à tous les pays de devenir producteurs secondaires, et ce, indépendamment de leurs ressources minières. Enfin, le recyclage apporte un double dividende, car il permet aussi de réduire l'impact environnemental de la production de métaux. Et ce, parce que la production secondaire est moins énergivore et moins polluante que la production primaire. Cependant, il ne faut pas oublier que le recyclage fait face à de nombreuses limites, d'ordre technologique, économique et politique, qui expliquent que les taux de recyclage des principaux métaux critiques restent encore très faibles aujourd'hui. Et il est aussi important de souligner que même si l'on surmontait ces obstacles, et que l'on parvenait à recycler la quasi-totalité des métaux contenus dans les produits en fin de vie, cela ne suffirait pas à répondre à la demande croissante en métaux dans le contexte de la transition énergétique. Une part significative de cette demande sera toujours satisfaite par de nouvelles extractions minières. Enfin, une dernière stratégie qui est encore trop négligée est celle de la sobriété énergétique. En effet, la sobriété énergétique permet de réduire notre dépendance aux métaux et offre une voie plus sûre que la simple sécurisation de nos approvisionnements en matières premières. Des modèles de prospective intégrée, donc qui prennent en compte les dynamiques économiques, technologiques et environnementales, permettent d'évaluer la demande en métaux futurs dans divers scénarios de décarbonation.
Selon certaines études, pour respecter les accords de Paris, il sera nécessaire d'extraire près de 80% des ressources mondiales identifiées de cobalt et plus de 90% de celles de cuivre. Au-delà de la faisabilité de ces scénarios, cela pose une question fondamentale. Est-il réellement souhaitable d'extraire la quasi-totalité du cuivre présent dans nos sous-sols en moins de 30 ans ? Donc cela nécessite d'engager une réflexion sur la réduction de nos besoins en métaux. Cela implique non seulement des avancées technologiques en matière d'efficacité énergétique, mais aussi de repenser nos comportements individuels et collectifs, d'adapter nos économies et nos systèmes sociaux afin d'être plus sobres en énergie et en matière.